Bonjour, je m'appelle Pascal Ségère et je suis présidente de l'Association française des infirmiers de cancérologie. On va parler aujourd'hui du parcours de soins des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules et de tous les tenants et les aboutissants de ce parcours de soins. Alors les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules vont voir énormément de professionnels de santé différents et autres aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les secrétaires et les personnels administratifs qui exercent dans nos différents établissements hospitaliers. Donc bien sûr, ils vont rencontrer leur médecin généraliste en premier lieu, lui, ils le connaissent, mais ils vont rencontrer aussi un oncologue, un radiothérapeute, un chirurgien, une infirmière de coordination, une infirmière qui va faire les soins inhérents au traitement, voire une infirmière de pratique avancée dans leur suivi de thérapeutique et d'effets indésirables. Il va aussi pouvoir rencontrer une aide-soignante, mais aussi les manipulateurs en électroradiologie qui vont pratiquer les examens d'imagerie et ou les traitements par radiothérapie. Et bien sûr, leurs pharmaciens d'officine, mais les pharmaciens hospitaliers qui vont pouvoir initier des consultations qu'on appelle tripartites quand on parle de thérapeutique orale qui vont être prises à domicile. Derrière, il y a aussi des invisibles un peu. Il peut y avoir des radiologues, il peut y avoir des pathologistes pour voir les pièces opératoires ou les biopsies dont on parlera plus tard, mais aussi des biologistes sur les examens sanguins divers et variés que la personne va devoir effectuer, les préparateurs en pharmacie qui préparent, comme ils le disent, les produits qui vont être administrés. Voilà, il y a des visibles, des moins visibles, mais en tout cas, tout le monde travaille autour des patients dans ces parcours patients. Alors la RCP, c'est un acronyme, on aime bien ça à l'hôpital, ça veut dire Réunion de concertation pluridisciplinaire. En général, on y trouve un médecin oncologue, un médecin radiothérapeute et un chirurgien qui vont prendre les bonnes décisions thérapeutiques de prise en charge, donc de parcours de soins pour la personne qu'ils ont en face d'eux. Comment ils vont faire? Ils vont bien évidemment étudier le dossier de la personne, tous les résultats d'examen qui ont été faits au préalable pour définir de quelle pathologie est atteinte la personne, en prenant en compte les comorbidités, c'est-à-dire tous les antécédents médicaux et chirurgicaux qui sont apparus pour ces personnes, dont ils sont atteints entre guillemets, mais aussi leur état général, leur âge, voire leurs addictions possibles, puisqu'on sait une grande majorité des personnes atteintes de cancer du poumon non à petites cellules sont des personnes qui ont fumé dans leur vie, même si ce n'est pas tous, en tout cas, les consultations d'addictologie peuvent être prescrites et préconisées par les RCP. Elle va émettre donc cette RCP des propositions de parcours et de prise en charge en termes de traitements médicaux, radiothérapie, chirurgie. Voilà, toutes ces choses-là vont être décidées en RCP. Alors en général, il y en a deux. La première qui fait ses premières préconisations, et puis derrière, selon des résultats d'examen complémentaires, peut-être que les décisions de la RCP seront ajustées en fonction de ces résultats. Lorsque le cancer peut être détecté à un stade précoce, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la personne va expérimenter malheureusement différents types de symptômes, comme de la toux, comme de l'hémoptysie, c'est-à-dire quand on crache du sang, comme une douleur thoracique ou des difficultés à respirer. Du coup, la personne va voir son médecin généraliste, donc c'est une consultation médicale de ville qui va amener certainement à prescrire à la personne une imagerie diagnostique pour aller plus loin dans l'exploration du pourquoi de ces symptômes. Ces examens diagnostiques seront agrémentés aussi d'examens biologiques, donc d'examens sanguins, et qui seront suivis par une consultation avec un pneumologue ou un oncopneumologue qui derrière va dire voilà ce qui se passe, donc on va aller voir un oncologue et une infirmière d'annonce. C'est ce qu'on appelle la consultation d'annonce, c'est bipartite avec un oncologue et après avec une infirmière d'annonce pour expliquer la situation, pour expliquer le diagnostic et pour expliquer quel est le parcours de soins qui va être proposé à la personne. Cela au regard des résultats de la réunion de concertation pluridisciplinaire dont on a parlé précédemment. Selon que la personne est opérable ou pas opérable, ça vient de la taille de la tumeur qui a été détectée par l'imagerie, on va proposer soit une chirurgie, soit une biopsie pour aller chercher quelles sont les mutations de cette tumeur et ce qui va déterminer est-ce qu'il y a une possibilité de thérapie ciblée ou pas, est-ce que cette thérapie ciblée pourra servir à quelque chose ou pas.
Du coup, c'est la RCP qui propose, selon le stade, l'état général de la personne et les résultats de la biopsie, le meilleur parcours de soins, le meilleur parcours thérapeutique possible. Alors donc il y a différents stades dans le cancer du poumon non à petites cellules, métastatique ou non métastatique. Et dans le cadre du cancer du poumon non à petites cellules métastatique, là on va proposer à la personne un traitement par chimiothérapie et ou associé à une thérapie ciblée orale. C'est ça les recommandations, ce sont les recommandations de l'Institut national du cancer pour une meilleure prise en charge de ces personnes. Alors ça, c'est une question que se posent bien évidemment toutes les personnes qui vont être prises en charge dans le cadre d'un cancer, que ce soit dans le cadre du cancer pulmonaire non à petites cellules ou pas. Est-ce que je vais être à la maison? Est-ce que je vais être en hospitalisation? Est-ce que je vais être en hôpital de jour et rentrer chez moi le soir? Tout dépend de la thérapeutique, du parcours de soins qui va être préconisé par la RCP et que la personne va accepter ou pas. Bien évidemment, la RCP fait une proposition de parcours de soins et à la personne de dire si ça lui convient ou pas et qu'on puisse discuter s'il y a discussion possible pour la meilleure option thérapeutique pour elle. Donc si on parle de biopsie par exemple, celle-ci peut avoir lieu selon les établissements, soit dans le cadre de l'hôpital de jour, soit dans le cadre d'une hospitalisation. C'est vraiment une question organisationnelle. Par contre, dans les stades précoces de ce cancer, quand il y a une chimiothérapie, souvent, et le plus souvent, celle-ci se fait en hospitalisation parce qu'elle est à base de sel de platine et nécessite une hydratation sur 24 heures qui nécessite de passer la nuit, de rester à l'hôpital. Par contre, des jours intermédiaires pourront avoir lieu en hôpital de jour de manière ponctuelle et ça, c'est le plan personnalisé de soins qui sera remis à la personne qui va déterminer ça et qui va donner à la personne un peu son planning de je vais en hospitalisation, je reste en hôpital de jour ou je suis à la maison et c'est ce qui va se passer dans le cadre de la prise de thérapie ciblée orale par exemple. Donc tout dépend de ce qui est prescrit et de ce qui est le meilleur parcours de soins proposé à la personne par la RCP. Alors la thérapie ciblée, elle est initiée à l'hôpital par le médecin oncologue. Du coup, la personne va rencontrer et l'oncologue et selon les organisations, un pharmacien hospitalier et une infirmière de pratique avancée ou une infirmière de coordination par exemple, qui vont pouvoir expliquer les modalités de traitement dont on parlera après. Et derrière, la délivrance du produit par contre se fera par le pharmacien d'officine. Donc ce sont tous des professionnels de santé auxquels la personne peut se référer et peut continuer à poser des questions si questions se posent. À quoi servent ces consultations avec les différents professionnels de santé? Donc d'abord, l'oncologue va expliquer le pourquoi des thérapeutiques qui est prescrite. Si on parle de thérapie ciblée, dans l'exemple qui nous préoccupe aujourd'hui, pourquoi c'est prescrit, comment c'est prescrit, quelles sont les doses recommandées et ce qu'on demande à la personne de faire. Et ça va être repris et par l'infirmière de coordination et par le pharmacien, ensemble ou séparément. Ça, c'est une question d'organisation des établissements. Ce qui est important là, c'est que la personne puisse comprendre et intégrer les modalités de prise dont on parlera après, du médicament en question, mais aussi des risques d'interaction. Donc on va faire le point avec tous les médicaments que prend la personne pour voir s'il y a des interactions ou pas, et s'il faut modifier certains traitements ou pas pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles et avoir le moins d'effets indésirables possible. Ceux-ci vont être expliqués aussi pendant cette consultation, parce qu'il y en a certains et qu'on peut bien évidemment pour certains prévenir et d'autres qu'il va falloir apprendre à gérer et à gérer ensemble. Donc c'est un suivi rapproché qui va se mettre en place entre le patient et son entourage, bien évidemment, et l'oncologue, l'infirmière de pratique avancée, l'infirmière de coordination et le pharmacien, bien sûr, sachant que le pharmacien d'officine doit être aussi très impliqué dans cette prise en charge, parce que c'est lui qui va délivrer, qui va pouvoir discuter au fur et à mesure des semaines de prise de ce traitement, pour voir comment ça va et si la personne a d'autres questions, peut-être plus ponctuelles et plus précises. Maintenant, tout de suite, j'ai besoin d'une réponse. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir son pharmacien d'officine aussi pour ces questions-là.
Alors cette gestion, elle peut être relativement simple. Elle relève du partenariat entre la personne et les différents professionnels de santé. Donc il y a une primo-prescription, la personne va aller chercher ses médicaments en pharmacie d'officine et va les prendre selon les modalités qui lui auront été expliquées et qu'elle aura aussi sous forme de papier pour pouvoir s'y référer à la maison. Donc ça c'est ce qu'on appelle la primo-prescription, puis elle va commencer à prendre ses médicaments. Le lien doit être important, elle va repartir de toute manière avec un programme personnalisé de soins dans lequel elle doit trouver les coordonnées des professionnels de santé pour pouvoir les joindre en cas de besoin, si elle expérimente différents effets indésirables ou d'autres questions. Donc bien sûr, il faut les formuler et puis les regrouper, c'est quand même mieux pour être sûr d'avoir les réponses adaptées. Et derrière, nous, ce qu'on va organiser, après c'est une question d'organisation par établissement, c'est un suivi au début toutes les 15 jours à peu près, puis après on va les espacer au fur et à mesure qu'on va voir que les choses se passent correctement et bien pour la personne et qu'on sait gérer les effets indésirables. Ces effets indésirables, s'ils apparaissent, bien évidemment, il y a une certaine information qui va être délivrée et sur laquelle la personne peut se reposer pour pouvoir les gérer à la maison. Et si ce n'est pas jouable, si ça ne marche pas ou que la personne n'y arrive pas, bien évidemment, elle nous rappelle et on réorganise un suivi téléphonique pour la plupart du temps. Il n'y a pas besoin non plus de se déplacer si tant est que voilà, on puisse se parler et gérer ces effets indésirables ensemble. Bien sûr, à la maison, il faudra également faire certains prélèvements sanguins pour un suivi. Et ça, c'est le plus important au regard de la toxicité hématologique possible, donc une baisse des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes qui peuvent amener ces segments au niveau gingival, par exemple. Donc les thérapies ciblées sont, comme on le dit, sont relatives aux mutations qu'il y a à l'intérieur de la tumeur de la personne. C'est assez simple en fait, mais ça nécessite une certaine rigueur parce que il faut prendre la totalité de la dose tous les jours, si possible à la même heure. Par contre, ça nécessite de bien s'hydrater parce que ce sont des produits qui peuvent participer à une certaine déshydratation. Donc, boire 1,5 litre à 2 litres par jour, c'est ce qu'on dit pour tout le monde. Là, c'est de plus en plus important aussi sous ces thérapies parce que ça peut provoquer certaines déshydratations. Et du coup, on peut avoir des effets secondaires au niveau des mains et des pieds. C'est ce qu'on appelle le syndrome main-pied. Donc, il faut bien hydrater la paume des mains, la plante des pieds. Il y a des crèmes pour ça. On utilise des crèmes émollientes simplement qui peuvent hydrater la peau, c'est ça qui est important, mais aussi au niveau des yeux, des fois on peut être amené à utiliser des larmes artificielles parce qu'on a une certaine sécheresse oculaire. Donc il faut penser aussi que si on porte des lunettes, pas des lunettes, mais des lentilles de contact, là il faudra peut-être les enlever et penser à prendre des lunettes parce que si l'œil est trop sec, les lentilles, ça fait mal. Donc il faut s'adapter aussi. Ce sont des produits qui peuvent avoir aussi certains effets indésirables au niveau hématologique, donc il faut surveiller qu'il n'y ait pas de petits segments au niveau des gencives au brossage des dents, donc pensez à utiliser une brosse à dents plus souple et pas trop dure pour justement essayer de les éviter au maximum. La protection par rapport au soleil, elle est importante parce qu'une certaine photosensibilisation peut se produire. Donc, même si c'est une recommandation commune qu'on peut dire dans la population générale, se protéger du soleil, ce n'est pas une option. Il faut y faire attention quand on est sous thérapie ciblée orale également. Un autre point important, c'est qu'il faut éviter au maximum, voire éradiquer toutes les automédications. Toutes nos thérapies peuvent avoir des interactions avec d'autres médicaments, mais aussi avec des éléments de phytothérapie qu'on ne connaît pas obligatoirement. Et pour exemple, les deux exemples majeurs dans le cadre de la prise de thérapie ciblée orale anti-EGFR sont le millepertuis qu'on trouve dans plein de tisanes qu'on trouve dans tous les magasins, mais aussi dans le pamplemousse. Et donc l'un et l'autre peuvent soit augmenter, soit diminuer les effets bénéfiques de la thérapeutique. Et donc il faut vraiment les éradiquer de l'alimentation lorsqu'on est sous ce type de médicaments, de produits anticancéreux. Alors l'après-traitement, c'est la question que tout le monde va se poser. C'est un peu compliqué parce que c'est un retour à la vie normale, entre guillemets, sans suivi oncologique très rapproché, que ce soit par l'oncologue ou par l'infirmière de pratique avancée, le pharmacien, l'infirmière de coordination par exemple. Mais ce traitement peut être poursuivi en termes de maintenance, donc il faut continuer la même hygiène de vie, les mêmes règles qu'on s'est imposées pendant la prise du traitement. Mais il faut penser à différentes choses comme les consultations d'addictologie peut-être, parce qu'il est
difficile d'arrêter de fumer, donc il est difficile de se maintenir dans la durée aussi dans cet arrêt du tabac. C'est aussi avoir une activité physique adaptée, donc c'est pas aller courir le marathon, mais s'imposer quelque part une activité physique de marche par exemple. On n'est pas obligé de courir pour pouvoir maintenir son activité. Ça a été prouvé dans différentes études que cette activité physique adaptée participait aussi à la bonne acceptation des traitements et puis la vie avec sa maladie sur la longue durée. Donc ces suivis oncologiques, d'addictologie, d'activité physique adaptée sont des choses très importantes à prendre en considération, à ne pas occulter. C'est ce qu'on appelle le plan personnalisé de l'après-cancer qu'on trouve dans les plans cancer et dans la stratégie décennale émise par l'Institut national du cancer et où tout le monde essaye de s'atteler à ce que ça soit le mieux possible pour la personne. Se rapprocher d'une association de patients peut être une bonne idée aussi pour partager ses expériences et voir comment les autres ont géré cet après-cancer.